Les comptes ont été gelés du jour au lendemain, les propriétés scellées, les autorisations de voyage suspendues sans avertissement. Au réveil, le Burkina Faso a compris une chose. Quelque chose d'irréversible venait de se produire. 113 noms, pas des inconnus, anciens présidents, généraux, magnates des affaires, patrons de médias, figures politiques qui avaient façonné le pays pendant des décennies. En une nuit, leur pouvoir financier a cessé d'exister. Le message n'était pas subtil, le pouvoir ne protège plus, le gouvernement n'a pas parlé de vengeance, il a parlé de sécurité. Selon les services de renseignement, ces élites n'étaient pas simplement opposées au régime, elles étaient accusées de préparer l'assassinat du président et le renversement de l'État. Ce n'était pas une crise improvisée, c'était une opération. Pour la première fois depuis longtemps, l'argent n'a pas été traité comme une preuve de respectabilité, mais comme une arme contre la nation. Les banques ont obéi immédiatement, aucun délai judiciaire, aucun arrangement discret. Tout s'est fait à visage découvert, ce détail a tout changé. Pendant des années, la population croyait que certaines personnes étaient intouchables. Riches, connectés, protégés par l'extérieur, cette croyance s'est effondrée en une seule décision administrative. Les partisans d'Ibrahim Traoré ont vu un signal clair, l'État est prêt à se défendre. Les critiques ont vu un risque énorme. Toucher aux élites, c'est provoquer une tempête. Mais le vrai choc n'était pas politique, il était psychologique. Une ligne invisible a été franchie. La peur a changé de camp. Quand les puissants découvrent qu'ils peuvent être bloqués, surveillés, neutralisés, le jeu cesse d'être symbolique, il devient existentiel et à partir de ce moment précis, le Burkina Faso n'était plus simplement en crise, il était entré dans une nouvelle phase de confrontation. La menace ne venait pas de l'extérieur, pas de chars franchissant les frontières, pas d'un ennemi visible, elle venait des bureaux climatisés, des comptes bancaires, des institutions censées protéger le pays. C'est là que le récit a basculé. Selon les conclusions du gouvernement, le complot n'était pas porté par des marginaux. Il venait d'initiés, d'hommes qui connaissaient parfaitement les rouages de l'État, les réflexes de l'armée, les mécanismes de la peur collective. Ce détail rendait le danger plus grave. Ce n'était pas le chaos, c'était la trahison organisée. Ces acteurs internes auraient utilisé leur richesse et leur influence pour affaiblir le pays de l'intérieur, financer la désinformation, manipuler certains médias, semer le doute dans les rangs militaires. Au lieu de défendre la nation, ils sont accusés de l'avoir mise en vente, morceau par morceau. Le choc pour la population n'a pas été seulement juridique, il a été émotionnel. Les noms cités étaient familiers, des visages respectés, des voix longtemps perçues comme légitimes. Soudain, l'idée même de l'ennemi a changé. Ce n'était plus un étranger, c'était quelqu'un en costume, parlant calmement, préparant la violence en silence. Cette prise de conscience a réveillé le pays. Les discussions ont commencé dans les quartiers, les soldats sont devenus plus vigilants. Les citoyens ont compris une chose essentielle, la souveraineté ne se défend pas seulement aux frontières. Elle se défend dans les ministères, dans les banques, dans les médias. Le gouvernement a décrit la menace comme plus dangereuse que les attaques visibles parce qu'elle portait un masque, parce qu'elle avançait sous couvert de respectabilité. Quand la corruption se combine à l'ambition politique, le danger n'explose pas, il s'infiltre. Et une fois qu'un peuple comprend que son plus grand risque vient de l'intérieur, il ne regarde plus jamais son système de la même manière. À partir de là, le débat n'était plus de savoir si un complot existait, mais jusqu'où il allait. Quand l'enquête a progressé, le tableau est devenu plus sombre. Ce qui avait été présenté comme une menace interne s'est révélé être une opération structurée, financée, planifiée bien au-delà des frontières. Les autorités n'ont plus parlé de rumeurs, elles ont parlé de réseaux. Selon les services de renseignement, le projet d'assassinat et de coup d'État n'était ni spontané ni désorganisé. Il reposait sur des flux financiers transnationaux, des sociétés écrans, des comptes dissimulés. L'argent circulait sans laisser de traces visibles, toujours en mouvement, toujours fragmenté. Ce n'était pas un soulèvement, c'était une entreprise. Les communications passaient par des applications chiffrées. Les réunions se tenaient discrètement hors du pays. Chaque étape avait été pensée pour éviter l'exposition directe. L'objectif, selon les autorités, était simple et brutal. Créer la peur, épuiser l'État, puis frapper. Les attaques terroristes n'étaient pas une fin, elles étaient un outil, une distraction destinée à saturer les forces de sécurité, pendant que d'autres leviers agissaient dans l'ombre.
En parallèle, des campagnes médiatiques étaient prévues. Semer le doute, présenter le pouvoir comme instable, préparer psychologiquement l'opinion à un changement imposé, c'est ainsi que fonctionnent les coups modernes, sans tank à la télévision, mais avec des récits, des transferts bancaires et de la manipulation. Ce qui a marqué les citoyens, ce n'est pas seulement l'ampleur du plan, c'est son caractère international. Les autorités ont évoqué des intérêts étrangers impliqués non pas en première ligne, mais en soutien discret. Financement, logistique, influence, pas une invasion, une pression silencieuse. Pour beaucoup, cela a confirmé une intuition ancienne. Les batailles africaines se décident rarement sur le terrain visible. Elles se gagnent ou se perdent dans les couloirs financiers et médiatiques. Mais cette fois, le calendrier a été brisé. En gelant les avoirs, l'État a coupé l'oxygène du complot. Les paiements se sont arrêtés. La coordination s'est fissurée. La machine a calé avant l'exécution. Ce moment a changé la perception collective. Le public a vu comment un coup d'État se construit réellement aujourd'hui, pas par la force brute, par l'argent, le temps et la patience. Et une leçon est devenue impossible à ignorer. Quand le financement s'effondre, même les plans les plus sophistiqués s'écroulent. À ce stade, une certitude s'est imposée. Ce qui avait été stoppé n'était pas une crise ordinaire, c'était un système entier mis à nu au cœur de la tempête. Un nom a refusé de disparaître. Paul-Henri Damiba. Autrefois présenté comme un homme fort, il était arrivé au pouvoir avec une promesse claire: sécurité, stabilité, contrôle. Il a échoué, le terrorisme s'est étendu, la nation s'est fragmentée, l'espoir s'est érodé. En 2022, il a été écarté par de jeunes officiers menés par Ibrahim Traoré. Beaucoup ont cru que l'histoire s'arrêtait là, ils se sont trompés. Selon les autorités actuelles, Damiba n'a jamais accepté sa chute. Depuis l'exil, il est désormais accusé d'avoir préparé un retour violent, pas par les urnes, par la force. Les services de renseignement parlent à une guerre de contact maintenue avec des officiers loyaux, des figures médiatiques, des relais étrangers, une toile discrète mais persistante, une stratégie fondée sur la patience, pas sur la nostalgie. Ce n'était pas un homme isolé cherchant une revanche personnelle, c'était selon les accusations un point de convergence, des messages interceptés, des enregistrements audio, des liens financiers. Les autorités affirment que les preuves dessinent une coordination claire, avec un rôle stratégique assumé depuis l'extérieur du pays. Le lieu évoqué revient souvent: le Togo. Une demande d'extradition a été formulée. Le silence a répondu. Ce silence a pesé lourd. À l'intérieur du Burkina Faso, les murmures n'avaient jamais cessé. Pour certains, Damiba restait un leader. Pour d'autres, il devenait un symbole de trahison. Ce basculement a été douloureux pour la population. Confier la sécurité nationale à un homme, puis le voir accusé de la vendre, laisse une cicatrice profonde. Mais au-delà de la figure individuelle, un message plus large s'est imposé. Le pouvoir perdu ne disparaît pas toujours, il se transforme, il attend, il cherche des failles. À mesure que l'enquête avançait, la crise cessait d'apparaître comme un simple conflit interne. Elle révélait une mécanique plus vaste. Les autorités ont commencé à parler de ombres étrangères. Pas des armées visibles, des intérêts, des réseaux, des acteurs discrets opérant par influence et financement. Selon les briefings sécuritaires, le complot n'aurait pas survécu sans ses soutiens extérieurs. Des réunions hors du pays, de l'argent transféré sans bruit, des récits préparés pour les médias internationaux. Le message sous-jacent était clair: un Burkina Faso qui refuse l'ingérence et choisit la souveraineté dérange. Dans cette guerre moderne, les chars ne sont plus nécessaires, les histoires suffisent. Et une fois que cette réalité devient visible, une question dérangeante surgit. Si le pouvoir peut être contesté par l'argent et les récits, alors la défense nationale ne se joue plus seulement sur le terrain militaire, mais dans la capacité d'un peuple à reconnaître les manipulations. À ce stade, notamment, le pays n'affrontait plus seulement des conspirateurs, il affrontait un modèle. Dans les semaines qui ont précédé le gel des avoirs, le pays avait déjà commencé à trembler. Des explosions, des embuscades, des tentatives d'infiltration. Au début, rien ne semblait lié, des incidents séparés, des foyers de violence dispersés, mais cette lecture était une illusion. Les enquêteurs ont ensuite établi un schéma. Les attaques n'étaient ni aléatoires ni improvisées, elles répondaient à une seule logique:
saturés, fatigués, désorientés. Ce n'était pas une guerre pour gagner du terrain, c'était une guerre pour briser les nerfs. Les villes ont été ciblées, les bases militaires observées, même l'aéroport de la capitale a fait l'objet de tentatives d'infiltration. L'objectif, selon les autorités, n'était pas la victoire militaire, c'était la panique mentale. Pendant que l'État se battait ouvertement contre les groupes armés, d'autres auraient profité du chaos. La violence servait de couverture, la peur affaiblissait la cohésion, l'insécurité préparait le terrain politique. C'est ainsi que fonctionne la stratégie du chaos d'abord. Quand les gens ont peur, ils cessent de réfléchir à long terme, ils acceptent plus facilement l'inacceptable, ils cherchent n'importe quelle issue. Mais cette fois, quelque chose a dérapé. Les questions ont commencé à circuler. Pourquoi maintenant? Pourquoi si coordonné? À qui profite ce désordre? Les réponses ont choqué. Les investigations financières ont révélé des liens directs entre certaines activités violentes et des comptes désormais gelés par l'État. L'argent du complot ne servait pas uniquement à la propagande ou aux manœuvres politiques, il alimentait aussi l'insécurité. Selon l'unité de renseignement financier, plus de 28 millions de dollars auraient été mobilisés pour financer l'opération globale. Mercenaires, armes, corruption d'officiers, achat de silence médiatique, propagation de récits anxiogènes, chaque maillon avait un prix. Et l'argent était prêt, ce qui a provoqué la colère populaire, ce n'était pas seulement le montant, c'était son origine. Pendant que les citoyens luttaient contre l'inflation, l'insécurité et la pauvreté, des millions étaient accusés de servir à détruire le pays de l'intérieur. Ceux qui se présentaient comme des patriotes auraient financé l'effondrement national. À cet instant précis, une ligne morale a été franchie. Quand les comptes ont été gelés, la machine s'est étouffée, les paiements ont cessé, les intermédiaires ont disparu, la coordination s'est effondrée, le chaos privé de carburant financier n'a pas tenu. Cette séquence a révélé une vérité brutale. Le terrorisme, dans ce contexte, n'était pas seulement idéologique, il était instrumentalisé. Des groupes armés utilisés comme outils, des violences recyclées comme levier politique, une insécurité exploitée pour préparer un changement de pouvoir, mais l'effet recherché ne s'est pas produit. Au lieu de se fragmenter, la société s'est rapprochée. Les communautés ont renforcé les patrouilles locales. Les civils ont protégé les infrastructures. Les soldats ont compris qu'ils ne défendaient pas un régime, mais une survie collective. Le pari de la peur a échoué et quand la vérité a commencé à émerger publiquement, la réaction a été immédiate. Les rues de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Kaya se sont remplies. Pas de panique, de voix, des drapeaux, des slogans, un rejet clair de ceux accusés de trahison. Les coups d'État prospèrent sur le silence. Cette fois, le pays était bruyant. Les citoyens n'ont pas défendu un homme. Ils ont défendu une idée, celle qu'un avenir ne se négocie pas dans l'ombre bancaire. À partir de là, le rapport de force a changé, parce qu'un complot peut survivre à l'armée, mais il ne survit pas à un peuple éveillé. Après l'échec du complot, le pouvoir aurait pu choisir le silence. Des arrestations discrètes, des dossiers enterrés, des accords jamais révélés. Il a fait l'inverse. Le Burkina Faso a opté pour la lumière. Un processus judiciaire inédit a été lancé. Militaires, responsables politiques, hommes d'affaires, figures médiatiques, tous convoqués dans le même espace judiciaire. Pour la première fois, le statut n'a pas dicté la procédure. Des juridictions spéciales ont été activées au nom de la sécurité nationale, rapides mais publiques, fermes mais visibles. Les audiences ont été diffusées, les preuves exposées, les mécanismes expliqués. Ce choix a bouleversé un réflexe ancien, celui qui associait justice et opacité. Plus de 60 suspects ont été arrêtés dans la première phase, d'autres placés sous enquête. Les dossiers ont été disséqués méthodiquement, relevés bancaires, appels téléphoniques, contrats, propriété. Rien n'a été laissé hors champ, le message n'était pas juridique, il était politique au sens profond. Les titres ne protègent plus, les uniformes ne suffisent plus, les réseaux ne garantissent plus l'impunité. Le président Ibrahim Traoré a utilisé une formule simple, il n'y aura pas de vache sacrée. Et cette phrase a résonné bien au-delà des frontières. Pendant des décennies, l'élite africaine avait appris à échapper aux conséquences. Passeports étrangers, appui diplomatique, silence négocié. Cette fois, ces boucliers ont été remis en question.
Pour les citoyens ordinaires, l'impact a été immédiat. Pas idéologique, intime, des enseignants, des agriculteurs, des ouvriers ont exprimé un sentiment rare. La loi parlait enfin leur langage. Voir un État juger ses propres élites a brisé un tabou fondamental, celui qui prétendait que la justice ne s'applique qu'aux faibles. Les critiques ont averti. Un tel processus crée des ennemis. Il expose le pays à des représailles. Les partisans ont répondu autrement. L'injustice prolongée est plus dangereuse que le risque immédiat. Ce moment n'a pas été présenté comme une revanche, mais comme une correction. Et une fois que la correction commence, le système ne peut plus se prétendre innocent. Des biens liés à la corruption ont été scellés, des sociétés écrans démantelées, des contrats hérités d'anciens régimes réexaminés, des terres récupérées au profit des communautés. Même ceux disposant de protections étrangères ont été sommés de répondre. La nationalité secondaire n'était plus une sortie. Ce choix a provoqué une onde de choc parmi les cercles de pouvoir au Burkina Faso et ailleurs. Beaucoup ont observé en silence, se demandant si ce précédent pouvait se propager. Car quand un État démontre qu'il peut se corriger publiquement, il ne menace pas seulement ses corrompus, il menace un modèle entier fondé sur l'impunité. Et à partir de là, une question devient inévitable. Si la justice peut atteindre le sommet, que reste-t-il pour justifier l'ancien ordre ? Un nom hante encore la mémoire collective du Burkina Faso, Thomas Sankara, jeune, intransigeant, incorruptible. Il avait défié l'impérialisme, dénoncé la prédation interne et réveillé une conscience africaine. En 1987, il a été trahi, assassiné par des forces venues de l'intérieur. Ce souvenir n'a jamais disparu, il a simplement attendu. Aujourd'hui, beaucoup voient des échos entre Sankara et Ibrahim Traoré, la jeunesse, le refus de se soumettre, la volonté de redresser la nation sans permission extérieure. Mais cette comparaison porte une peur silencieuse. Tout le monde se souvient de la fin de Sankara et cette mémoire agit comme un avertissement collectif. Pourtant, quelque chose est différent cette fois. Sankara avançait presque seul, Traoré avance avec un peuple éveillé. La conscience populaire n'est plus marginale. Les jeunes sont mobilisés, les récits alternatifs circulent, le silence n'est plus la norme. L'histoire ne se répète pas mécaniquement, elle teste. Le Burkina Faso semble décidé à ne pas échouer au même endroit. Ce moment n'est pas une imitation du passé, c'est une tentative de terminer ce qui était resté inachevé, une souveraineté réelle. Une économie qui sert la population, une dignité non négociable. La pression, elle, n'a pas disparu. Les menaces existent toujours, les adversaires aussi, mais le centre de gravité a changé. Les agriculteurs reçoivent des outils, les villages sont électrifiés, les jeunes retrouvent un sens, les soldats savent ce qu'ils défendent. Ce n'est plus un système abstrait, c'est un projet collectif. Les coups d'État réussissent quand les peuples sont absents. Cette fois, ils regardent, ils questionnent, ils s'impliquent. Le président n'est plus seul face au danger, il porte une vision partagée, un Burkina Faso debout, non achetable, non intimidable. La route à venir sera difficile, mais l'histoire ne favorise pas les prudents quand l'heure exige du courage. À ce stade, une vérité s'impose. Un pays peut être assiégé, mais une nation éveillée ne peut pas être assassinée. Le Burkina Faso n'est pas sorti du danger, les menaces n'ont pas disparu, les réseaux n'ont pas tous été démantelés, mais quelque chose d'essentiel a été brisé, le réflexe de soumission, l'idée que le pouvoir réel se décide ailleurs, la croyance que l'élite est intouchable. Ce pays a traversé une ligne mentale, et une fois cette ligne franchie, il n'y a pas de retour confortable possible. Si cette voie est acceptée, alors l'impunité cesse d'être une tradition, la souveraineté devient une pratique, pas un slogan, et chaque tentative de manipulation future sera jugée à la lumière de ce précédent. Si cette voie est rejetée, le message sera tout aussi clair que la peur reste une arme efficace, que le chaos peut encore être monnayé, que le silence reste achetable, et si le pays choisit l'indifférence, alors le danger ne reviendra pas avec des explosions, il reviendra avec des discours rassurants, des accords discrets et des comptes bancaires intouchés. C'est là que se joue la vraie bataille. Pas dans les casernes, pas dans les sommets diplomatiques,
mais dans la capacité collective à rester éveillée. Ce que le Burkina Faso a montré, ce n'est pas une victoire définitive, c'est une possibilité, la possibilité qu'un État africain refuse le scénario écrit pour lui. La possibilité qu'un peuple transforme la vigilance en protection durable, la possibilité que la souveraineté cesse d'être une promesse différée. La question désormais n'est plus qui a tenté de prendre le pouvoir, mais que sommes-nous prêts à tolérer à nouveau? Parce qu'une fois que la peur change de camp, elle ne revient jamais sans résistance.